Donc, bonjour à tous et à tous, donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui parmi vous. Donc, je suis Anthony Koenig, communauté de communes Rive de Moselle, et donc je suis géomaticien et développeur au sein de l'équipe informatique. Donc, avant toute chose, je tenais quand même à remercier l'Europe Vue du Ciel pour l'organisation de cette journée, notamment, et pour me permettre d'intervenir ce matin et présenter le projet donc, baptisé Terri 3D. Donc je vais structurer ma présentation avec un petit mot sur Rive de Moselle pour commencer. Puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc avec un petit mot également sur la jeunesse du projet. Donc Christophe a commencé à en parler. On parlera un petit peu de développement et notamment du moteur Cesium donc, qui est utilisé pour ce projet et qui est utilisé dans beaucoup de domaines, beaucoup de projets également. Donc on en parlera, et puis je finirai par la présentation graphique de l'application. Et normalement, c'est ce qui représentera le plus de temps dans cette présentation. Donc un petit mot sur la communauté de communes Rive de Moselle. Donc c'est un territoire qui se situe dans le département de la Moselle, au nord de Metz, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région. Donc environ à 45 minutes d'ici. Et puis voilà, au niveau du département de la Moselle, donc département 57, voici l'emprise du territoire. Donc ça représente 126 km², 20 communes, assez hétérogènes. On va de 200 habitants à 12 000 habitants pour la ville la plus conséquente, qui est Mézières-les-Messes, où se situe le siège de la communauté de communes. Et puis, donc, ça représente environ 52 000 habitants. Voilà, pour situer un petit peu concrètement la communauté de communes. Donc, à mon niveau, comme je vous ai dit, je suis pour l'instant l'unique géomaticien et développeur au sein de l'équipe informatique. On est une petite équipe, mais on essaye de faire pas mal de choses en interne. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet avec donc, l'application Terri 3D. Donc, vous voyez la page d'accueil. Donc l'application Terri 3D, donc c'est un SIG public, donc qui est à destination de tous, accessible à tous avec un simple lien internet. Donc à destination des habitants, des professionnels, prestataires, partenaires, et puis également évidemment en interne, donc aux collègues, que ce soit de Rive de Moselle et des communes membres. Donc avant de poursuivre, je tenais, comme Christophe en a parlé quelques mots, je tenais à vous parler un petit peu de l'histoire du projet, puisque effectivement, donc c'est ici même qu'est né le projet Terri 3D, suite à, donc pendant les troisièmes rencontres SIG en 2021, donc c'était en septembre 2021, et donc suite à la présentation de Philippe Sliss, ici présent, qui a présenté le projet Audacité de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc j'ai pris conscience que, en tout cas j'ai découvert le moteur Cesium, donc c'est la technologie utilisée également pour Terri 3D. Donc j'ai découvert le moteur Cesium et j'ai décidé ce jour-là de me lancer dans une aventure similaire avec un développement en interne d'un SIG public. Donc merci Philippe pour cette présentation en 2021. Donc un petit mot sur le développement quand même. Donc comme je l'ai dit, c'est une application développée 100% maison avec les langages web classiques. Donc PHP et MySQL avec une petite base de données. Donc PHP pour, on va dire, pour le squelette du site, de l'application. Et puis JavaScript, qui est aussi le langage utilisé dans le moteur Cesium. Donc JavaScript pour le cœur du projet, donc toute la partie interactive, la partie SIG. Donc je vais justement parler un petit peu du moteur Cesium, puisque, encore une fois, moi, il y a 3 ans, c'est ce moteur que j'ai découvert et qui m'a fait me lancer dans ce projet, donc je tenais à en parler un petit peu. Donc la plateforme Cesium, c'est une plateforme open source, donc gratuite, qui nécessite un simple compte gratuit, qui offre un certain nombre d'outils de développement
pour la création d'un SIG en 3 dimensions. Alors vous le verrez, pour faire simple, on peut simuler une sorte de Google Earth fait maison. Donc pour ça, je vous ai partagé 3 liens. Donc on va aller rapidement dessus. Le premier, alors je suis en 4G, mais ça devrait charger. Donc le premier lien, c'est le site principal de Cesium. Donc vous y trouverez un certain nombre d'informations. Vous avez de quoi vous inscrire pour créer votre compte. Et vous voyez que c'est un moteur qui est utilisé quand même par des grands noms, et y compris dans le monde du jeu vidéo également. Le deuxième lien, donc, il s'adresse aux développeurs. Donc c'est toute la documentation technique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez vraiment toute la description des différentes classes d'objets qui peuvent être utilisées. Donc tout ça en JavaScript, comme je l'ai dit précédemment. Et puis le troisième lien, qui est également relativement intéressant pour les développeurs et pour découvrir le moteur, puisque vous allez voir, donc la page est scindée en 3 parties. Donc en dessous, vous avez la liste de tous les exemples que vous allez pouvoir consulter. Donc c'est tout ce qu'on peut développer, tout ce qu'on peut faire avec ce moteur. En tout cas, vous avez un panel d'exemples. Et puis au-dessus, donc vous avez sur la partie gauche de quoi consulter ou écrire directement du code pour tester des morceaux de code, etc. Et puis sur la droite, donc là encore une fois en 4G, ça a un petit peu de mal à charger, mais vous avez le résultat de ce qui est à gauche. Donc comme ça ne charge pas, on va passer à la suite. Donc évidemment, cette présentation, elle sera rendue disponible, hein, c'est un simple lien Internet, donc je pense que Christophe vous la partagera à la suite de cette journée. Donc vous aurez accès à tout ce que vous voyez là. Donc quelques chiffres avant de passer à la présentation graphique. Donc en termes de développement, donc ça représente environ 6500 lignes de code en JavaScript, donc vraiment le cœur de la partie interactive, et c'est réparti dans 35 fichiers. Et en termes de statistiques, donc on a une belle évolution, avec une moyenne de 240 visites par mois en 2023, et on est passé à 680 en 2024. Alors à mon sens, ça s'explique de 2 façons. La première, c'est qu'on a fait beaucoup plus de communication, tout simplement, donc à la fois sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, et également dans la presse locale. Et puis la deuxième raison, toujours à mon sens, mais je pense que ce sont les 2 raisons principales, donc c'est l'arrivée fin 2023 de la modélisation en 3 dimensions de tout le territoire. Donc évidemment, modélisation qui a été réalisée par l'Europe du ciel, donc c'était un projet 2023 qui a pu être intégré donc à la fin de l'année au sein de l'application Terry 3D et qui aujourd'hui forcément suscite un peu plus d'intérêt. Donc je vous propose d'entrer tout de suite dans la partie graphique. Donc là, on arrive directement sur l'application avec une page d'accueil. Une petite bulle d'information pour les premières visites qui vous invite à consulter la rubrique Aide. Et puis ça mettra un petit peu plus de temps à charger, mais ça devrait fonctionner. Donc je vais dire un mot sur l'interface. De base, le moteur Cesium vous propose différents boutons prêts à l'emploi. Donc des petits icônes comme on a l'habitude de voir dans les applications SIG. Ici, c'est un parti pris d'avoir désactivé en quelque sorte tous ces boutons prêts à l'emploi pour proposer vraiment une interface plus visuelle et surtout plus personnalisée. Donc vous avez un menu haut qui représente le menu principal, donc composé de 4 rubriques et un géocodeur. On va voir un petit peu tout ça au fil de la présentation. Vous avez en bas à droite une indication
quant au mode actuel, donc par défaut, on est en mode navigation. Ça, c'est classique, donc ça nous permet de visiter et de se promener sur le globe. Et puis en bas à gauche, donc même chose, on aura l'occasion de voir plusieurs cas concrets. Donc c'est un petit peu la quatrième dimension de l'application. Donc rapidement sur la partie aide. Donc vous avez des aides aux commandes hein, pour ceux qui voudront visiter un petit peu plus l'application. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser un SIG, ce sera relativement aisé. Mais malgré tout, voilà, on a des aides aux commandes en fonction des modes qui sont activés. Vous avez de quoi activer, désactiver la légende. Donc là aussi, c'est un parti pris. Dans la légende figure l'ensemble des symboliques disponibles, c'est-à-dire même les objets qui ne sont pas représentés sur la carte. Donc par défaut, vous avez toute la symbologie qui figure dans la légende. Donc on va commencer par la partie fond de plan. Donc par défaut, évidemment, on a proposé de se retrouver sur le territoire. Donc là, vous êtes sur la commune de Mézières-les-Messes, qui est la plus grosse commune, la commune principale de la communauté de communes. Et donc avec le fond de plan en 3 dimensions qui est activé. Mais encore un parti pris donc, qui a été décidé en collaboration avec la direction, c'est de ne pas bloquer l'utilisateur sur le territoire Rive de Moselle et ses 20 communes, puisque comme je vous l'ai dit, le moteur Cesium permet finalement de visiter tout le globe. Donc rapidement, je peux vous montrer. Donc si je désactive la 3D et que j'active par exemple photo aérienne IGN, avec le temps de chargement qui va avec. Voilà. Donc on voit qu'on a en réalité accès à toute la planète. Vous avez un géocodeur donc, qui est proposé. On l'a limité volontairement à la France, qui est déjà pas mal. Mais vous pouvez, du coup, si je tape Paris, donc la caméra va se diriger vers Paris. Alors justement, je vais y venir. On va aller dans les Alpes pour vous donner un exemple concret. Voilà, un endroit que j'ai déjà personnellement visité. Donc là, on est dans les Alpes et ça va me permettre de faire une transition justement. Donc comme vous le voyez, vous avez tout le relief qui est représenté. Ça signifie une chose, c'est que vous pouvez vous lancer dans un projet du même type, même si vous n'avez pas de données en 3 dimensions. Donc, puisque le globe, lui, le relief, il sera présent. Et ensuite, vous allez tout à fait pouvoir intégrer des données en 2 dimensions qui vont être plaquées sur ce terrain qui, lui, est en 3 dimensions, est en relief. Mais vous pouvez vous contenter de données en 2 dimensions qui vont être intégrées à l'application. Donc c'est notre cas, hein, bien sûr. Donc on a depuis fin d'année 2023 la modélisation en 3 dimensions, mais malgré tout, la plupart des données sont en réalité en 2 dimensions. Donc elles vont être plaquées sur le terrain, tout simplement. Et pour certaines, je vous le montrerai juste après, on va pouvoir les mettre en volume également. Donc vous avez différentes façons de faire. Mais vous pouvez vous lancer dans un tel projet sans forcément avoir de données en 3 dimensions. C'est mieux d'en avoir. Bien sûr. Donc je prends mon petit pense-bête pour ne pas oublier ce que j'ai prévu. On m'a dit que ce n'était pas éliminatoire, alors j'en profite.
Donc vous allez pouvoir également, donc là on a vu des photos aériennes, vous pouvez intégrer différents flux WMS notamment. Donc par exemple OpenStreetMap. Et comme vous le voyez, hein, à chaque fois, donc c'est plaqué sur ce relief. Donc vous bénéficiez quand même de l'intérêt de la 3 dimensions. Donc pour la suite, on va retourner sur le territoire. Et on va passer à la rubrique données. Donc par défaut, au départ, on arrive donc sur le territoire Rive-de-Moselle, avec notamment les bâtiments qui sont représentés. Alors ces bâtiments, vous l'avez peut-être vu en légende, donc ce sont tous les bâtiments d'intérêt public. Donc c'est en quelque sorte un plan de ville à l'échelle du territoire. Donc ça, c'était un souhait également, c'était de proposer notamment aux habitants une sorte de plan de ville qui vont leur permettre d'identifier les différents bâtiments d'utilité publique, donc qui sont rangés dans 6 catégories, comme vous le voyez sur la gauche dans la légende, avec à chaque fois la possibilité de positionner donc le curseur sur le bâtiment. Et ça, ce sera valable pour l'ensemble des objets qui sont intégrés dans Terri 3D. C'était important à mes yeux de faire ça de façon homogène, c'est-à-dire que tous les objets qui sont intégrés dans l'application proposent une bulle d'information, même si l'information n'est pas pertinente, on sait qu'on peut le mettre en surbrillance et on peut demander une fiche d'information, qui sera plus ou moins fournie, évidemment. Donc, au niveau de la rubrique données, donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, un mot sur ces bâtiments, puisque à la base, ce sont également des données en 2 dimensions en réalité. Donc, c'est un polygone en 2 dimensions, mais qui a été mis en volume, donc grâce à une extrusion. Donc là, en l'occurrence, je lui ai donné une hauteur de 20 mètres de façon arbitraire, mais c'est une donnée en 2 dimensions. Donc quelques exemples. Donc vous allez par exemple avoir donc au niveau de la gestion des déchets quelque chose d'utile pour les habitants. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc par exemple, si un habitant qui habite la commune de Semécourt va cliquer sur sa commune après avoir affiché la couche collecte des déchets, et donc là la personne va pouvoir avoir accès au planning et savoir que le lundi, ce sont les recyclables qui sont ramassés et le jeudi, ce sont les déchets ménagers. Ce qu'on a souhaité également, c'est une interaction forte entre le site principal de Rive-de-Moselle et Terri 3D, donc dans les 2 sens. Donc on a des liens de l'un vers l'autre. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur plus d'informations et j'ai accès donc au fichier PDF qui donne toutes les informations sur la collecte des déchets en 2024. Donc interaction forte entre le site principal et l'application SIG. Donc là encore, c'est une donnée en 2 dimensions qui est plaquée sur le terrain. Donc on va avoir par exemple le positionnement des 4 déchetteries du territoire, pour vous montrer qu'on peut intégrer à la fois des polygones, des lignes, des points, et leur donner l'apparence que l'on souhaite. Prochainement, nous avons un vélo gourmand qui est organisé au sein du territoire. Donc on a intégré le circuit, et pour le coup, je vais pouvoir vous montrer plusieurs informations concrètes. Donc là encore, on va pouvoir cliquer dessus pour avoir la bulle d'information. Et donc, on a accès à la fiche d'inscription qui se trouve sur le site Rive-de-Moselle. Le QR code qui renvoie vers l'application GeoVélo pour ceux qui connaissent.
Donc c'est une application nationale pour toutes les personnes qui pratiquent le vélo. Et puis donc en ce qui concerne les linéaires, donc on a par exemple l'onglet altimétrie qui va nous permettre d'accéder à un profil en long, donc bien connu des sportifs, avec donc en dessous, comme vous le voyez, un tableau qui récapitule un petit peu toutes les informations utiles avant ou pendant le circuit. Et puis toujours sur ce circuit, donc l'avantage d'avoir opté pour une application développée maison, on va pouvoir également développer des fonctionnalités assez singulières, assez originales. Donc là, vous avez un mode visite qui va vous permettre de visiter le circuit. Alors, utile pour certains, gadget pour d'autres. En tout cas, je vous mets au défi de suivre une ligne rien qu'avec la souris, c'est assez complexe. Donc là, si vous voulez, la caméra cible le drone qui, lui, suit la ligne. Et vous avez possibilité simplement de tourner autour du drone, de zoomer, de dézoomer. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'horloge interactive. Donc ça va être une première utilisation. Donc ici, vous voyez que le temps défile. Et je vais avoir dans le dernier champ un coefficient multiplicateur. Donc si je fais x10, mon drone va aller 10 fois plus vite. Vous avez la possibilité de mettre en pause, éventuellement de reculer. Donc voilà une des utilités de cette horloge. Alors je reprécise que par défaut, le moteur Cesium propose un certain nombre de boutons prêts à l'emploi et propose une horloge également qui se présente différemment mais qui est tout à fait utilisable et prête à l'emploi également. Donc ici, nous, on a souhaité vraiment beaucoup d'un point de vue esthétique. Au niveau de l'horloge, elle est un petit peu différente également. Vraiment redévelopper à notre sauce pour que tout soit personnalisé et cohérent graphiquement. Donc voilà pour tout ce qui va être linéaire. Donc on a pas mal de voies vertes sur le territoire. Donc ce que vous avez vu là est applicable sur l'ensemble des voies vertes. Bon, je suis désolé, ça rame un tout petit peu en 4G ici, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc on a l'ensemble des voies vertes qui figurent ici. Et donc les fonctionnalités qu'on vient de voir sont valables sur les différents circuits. Donc je vais peut-être recharger pour limiter un petit peu. Hop. Je vais vous montrer encore un petit exemple de données qu'on peut intégrer. Donc, à la base, c'était un test, mais on a souhaité le conserver. Vous avez un point météo, et en réalité, c'est la météo en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez interroger l'objet, donc le point va interroger un fichier en ligne et va se mettre à jour donc, en temps réel. Donc ça va pouvoir laisser la place à d'autres données en temps réel. Alors je sais que Strasbourg, par exemple, affiche notamment les fréquentations, par exemple des piscines en temps réel ou des choses comme ça. Donc ça permet à l'habitant, avant de se déplacer, d'avoir une idée de la fréquentation de certains lieux publics. Donc là, c'était un essai avec la météo, mais ça va pouvoir être développé avec bien d'autres objets. Donc ensuite, je vais passer... donc évidemment, vous pourrez un petit peu regarder
en autonomie ce qui est proposé. Je vais passer à la rubrique outils. Donc pour commencer, vous avez la fonctionnalité partager la vue. Donc là, encore une fois, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Strasbourg. Donc partager la vue, ça vous permet de capturer finalement là où se trouve la caméra et de pouvoir le mettre en favori ou de le transférer à quelqu'un. Donc tout simplement, vous cliquez sur partager la vue, vous avez un lien qui va pouvoir être réutilisable. Donc j'ai fait un exemple avec Chambly. Normalement, si je clique sur ce lien que j'ai préparé cette semaine, voilà. Donc ça vous amène à Chambly. Toujours dans cette rubrique outils, allez, on va se positionner sur un champ vierge. Vous avez une rubrique édition qui va vous permettre de dessiner et de mesurer. Donc là encore, c'est un petit peu différent de la plupart des SIG qui proposent en général un bouton dessiner, un bouton mesurer. Donc là, j'ai souhaité rassembler, en tout cas pour l'instant, puisqu'on fait des dessins simples, pour l'instant, j'ai rassemblé les deux fonctionnalités en une. Donc vous allez pouvoir activer l'édition. Vous voyez en bas à droite que le mode est passé en dessin. Ensuite, c'est classique, hein, vous cliquez un point. Chaque clic va vous créer un point, donc avec les coordonnées, l'altitude. Et si je double-clique à la fin, je vais pouvoir créer un polygone. Donc là, vous avez les différents points, les distances entre chaque point, et vous avez créé un objet que vous pouvez consulter également. Vous pouvez même éventuellement modifier la hauteur directement. Et vous pouvez redessiner dessus. Voilà, c'est un objet qui fait partie du terrain une fois qu'il est dessiné. Donc là où je vous disais que j'ai rassemblé les deux fonctionnalités, on va pouvoir, dans la rubrique options, alors une précision, donc là je suis en local, hein, donc j'ai un certain nombre d'options. La version publique, une des seules différences avec la version publique que vous pourrez trouver, c'est cette fenêtre d'options. Donc là vous avez un certain nombre d'options, mais sur la version publique, vous en avez beaucoup moins. Néanmoins, vous avez la possibilité ici d'afficher ou non les mesures. Donc quand vous êtes sur votre dessin, voilà, vous pouvez conserver uniquement le dessin ou afficher toutes les mesures qui vont avec. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible, mais je suis en train de développer un export. Donc prochainement, ce sera possible d'exporter votre dessin pour pouvoir le réimporter plus tard. Donc vous pouvez aussi supprimer ce que vous avez fait. Et puis donc on va passer à la partie fichiers. Vous pouvez charger différents types de fichiers. Donc fichier JSON pour ceux qui ne connaissent pas, donc on peut très facilement passer d'un format shapefile, hein, SHP, en JSON, notamment via QGIS, donc logiciel gratuit. Donc vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. Petite précision, parce que je me suis fait avoir au départ, il faut bien exporter en WGS84. Le moteur Cesium ne gère que ce type de coordonnées et de projection. Donc fichier JSON, tracé GPX, donc là aussi donc vous allez pouvoir charger différents fichiers GPX. Alors je crois que j'ai un exemple justement. Hop. Donc fichier GPX, vous allez pouvoir en télécharger. Donc par exemple, avant de faire une randonnée, vous avez des sites hein, qui vous proposent de charger des fichiers GPX. Vous allez pouvoir en créer aussi, souvent sur ces mêmes sites, vous pouvez créer des fichiers GPX.
ou pour les plus sportifs d'entre vous, vous avez peut-être une montre GPS qui vous permet de générer ce type de fichier. Et ensuite, vous allez pouvoir le charger sur l'application. Donc là, ça rame un peu, mais on va faire le test. Voilà. Donc là, j'ai un fichier qui a été généré par ma montre GPS. J'ai pu l'exporter et le réintégrer. Mais c'est peut-être encore plus utile, par exemple, avant de se lancer dans une randonnée, de charger un fichier pour voir un petit peu le circuit. Et puis, toujours donc, avec l'horloge, vous avez la possibilité de parcourir le circuit. À la vitesse que vous voulez. Et puis, on va terminer, donc je vais retourner sur notre territoire. On va terminer par un dernier exemple. Donc ici, nous sommes à Mézières-les-Messes et prochainement, un grand centre hospitalier va être construit à cet endroit. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'intégrer autre chose. Une tour Eiffel à Mézières-les-Messes. Donc là, on est sur un objet 3D que j'ai téléchargé en ligne. Même chose, vous pouvez très bien dessiner sur AutoCAD des projets de bâtiments, ce que vous voulez, et l'intégrer par la suite. Et donc évidemment, tout ce que je vous ai montré là, c'est le résultat du développement depuis le moteur Cesium. Donc tout ça, vous pouvez le reproduire, moyennant un peu de développement, vous pouvez le reproduire grâce au moteur Cesium. Je vais vous montrer alors 3 étapes. La première, c'était d'intégrer cette tour Eiffel en plein milieu de Mézières-les-Messes. La deuxième étape, ça va être d'activer les ombres. C'est également une fonctionnalité relativement puissante du moteur Cesium. Donc je précise là aussi que dans notre version publique, a été fait le choix de ne pas proposer cette option-là. La direction avait peur qu'il y ait des conflits de voisinage ou autre. Donc cette option n'est pas disponible en ligne. Je sais que Strasbourg, si je ne me trompe pas, l'a laissé disponible. Et pour votre futur projet éventuel, vous aurez le choix de l'activer ou non. Mais je trouvais très intéressant de vous la montrer et on terminera là-dessus. Donc vous pouvez activer ces ombres et surtout les ombres sont directement connectées à la date et l'heure réelle. C'est-à-dire que le moteur va simuler les ombres en fonction du jour et de l'heure. Donc là, on est le 17 mai à 10h22. Donc voici comment se présentent les ombres. Et je pense que vous avez compris. Si j'accélère un petit peu, donc là, 1 seconde écoulée va correspondre à 15 minutes. Si je mets lecture, on va voir l'évolution des ombres tout au long de cette journée du 17 mai. Et pour finir, donc évidemment, si je vous propose la même chose au mois de décembre, on va avoir des ombres portées beaucoup plus importantes. Donc voilà pour cette présentation. Je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer, même si voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais j'ai sélectionné un petit peu ce que je souhaitais vous montrer. Donc on peut passer à un temps d'échange et de questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais une question, désolé.
Et oui, je voulais reposer la question de Christophe en introduction, c'est comment vous avez, sur quelle base argumentaire vous avez pu convaincre vos élus de se lancer dans ce projet? Oui, alors bonne question, effectivement. Alors on avait la chance, entre guillemets, d'avoir pu solliciter... donc en 2018, on a fait une commande de photos aériennes auprès de l'Europe Vue du Ciel. Et on a eu la bonne idée. À l'époque, j'avais un responsable et on était deux. Et on a eu la bonne idée de solliciter un échantillon en 3 dimensions sur quelques dalles sur la commune de Nord-Walveneur, donc juste un peu plus bas ici, si ça veut bien charger, enfin peu importe. On avait un échantillon de quelques dalles, je ne sais plus ce que ça représentait. Du coup, j'ai pu, alors malgré tout, je me suis lancé dans le développement d'un prototype quand même dans un premier temps, sans vraiment savoir si ça allait aboutir, même si on avait vraiment le souhait de proposer un SIG public, on n'en avait plus. Le précédent était obsolète, donc je me suis lancé dans le développement d'un prototype et j'ai pu intégrer cet échantillon en 3 dimensions pour faire une première présentation aux élus. Et effectivement, avec la modélisation en 3D, même si elle concernait que quelques kilomètres carrés, ça avait fait son petit effet et à partir de là, j'ai eu l'aval pour poursuivre le projet. Est-ce que le projet ciblait un besoin particulier? Et quels étaient les besoins identifiés auxquels ça répondait? Alors, on n'a pas forcément fait les choses parfaitement dans l'ordre, mais c'est vrai que la base, c'était de proposer un SIG public en sachant que ça allait aussi éveiller la curiosité des collègues, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, les élus, suite à cette présentation dont je vous ai parlé, ont validé le projet, donc il a pu se poursuivre. Ensuite, donc on a pu faire la commande d'une modélisation 3D complète de tout le territoire. Et au fur et à mesure, je montrais un petit peu les cas concrets qu'on pouvait utiliser. Et puis aujourd'hui, effectivement, je m'aperçois que de plus en plus de collègues utilisent finalement le SIG qui est censé être le SIG public pour des besoins, des usages plus internes. Et donc depuis très peu de temps, donc depuis le début de l'année, on a un espace privé. Donc c'est pour ça que toutes les options que vous avez vues là, c'est notamment des options qu'on peut retrouver dans l'espace privé avec des fonctionnalités supplémentaires, très peu pour l'instant, mais il y en a quelques-unes, et puis surtout un contenu spécifique à des usages internes, parfois du contenu un peu plus sensible qu'on ne peut pas présenter au public. Il a fallu combien de temps, à partir du moment où vous avez eu le socle, et combien de personnes se sont mis dessus pour que ça soit ce résultat? Honnêtement, en termes de développement, du coup, je suis seul. Après, je ne cache pas que du coup, le soir même des 3e rencontres SIG, j'ai fait mes premiers tests chez moi à la maison. Et les premiers mois, j'ai beaucoup travaillé sur mon temps personnel, sans savoir si ça rentrait pas dans ma charge de travail professionnelle. Voilà, pour être honnête. Et donc, j'ai beaucoup travaillé à la maison. C'est plus le cas aujourd'hui. J'arrive à trouver un équilibre. Mais au départ, voilà, je voulais proposer un premier prototype. Et on me pose justement souvent la question de combien de temps j'ai pu y passer. Et j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous répondre parce que malheureusement, alors c'est vrai que quand on fait du développement, si on veut faire ça un petit peu dans les règles de l'art, on peut se chronométrer pour savoir un petit peu combien de temps on met à développer les différentes fonctionnalités. C'est pas quelque chose que j'ai fait, donc j'aurais du mal de quantifier le temps passé. Je voulais savoir, moi, au niveau développement, est-ce que vous êtes fait aider par moment d'une boîte extérieure ou vous êtes vraiment full 100% solitaire sur ce projet ou... Alors, je ne me suis pas fait aider par des externes. J'ai pu profiter encore une fois de l'expérience de Strasbourg. Donc j'ai un petit peu étudié certains morceaux de code, j'avoue. Et puis, comme je vous ai montré, alors ça voulait pas charger tout à l'heure, mais vous avez vraiment cet espace qui permet de montrer des exemples très concrets et de pouvoir soit étudier du code, soit pouvoir tester des morceaux de code. Mais voilà, c'est du 100%. Ok.
temps que ça 100% charge. interne. Moi, j'ai une question. En fait, j'ai compris, vous avez deux profils. Il y a le profil, on va dire, grand public, ce qu'on voit là aujourd'hui. Oui, Et après, vous avez un profil plutôt en utilisation interne, où il y a plus de choses, il y a plus d'infos, il y a plus de couches. Et donc ça, du coup, Cesium permet de le faire. Je suppose que c'est une interface, enfin, c'est une surinterface que vous avez fait à Cesium. Oui, c'est plutôt, entre guillemets, mon interface. J'ai une page login mot de passe, en fait, hein, qui permet d'ouvrir une session sécurisée, et à partir de là, on a accès à d'autres fonctionnalités. Et dernière question, du coup, le développement que vous avez fait, aujourd'hui, vous êtes prêt à le mettre en open source pour que les autres collectivités puissent en bénéficier. En tout cas, bravo, parce que pour une petite commune, chapeau, franchement, chapeau bas. Merci. Donc du coup, c'est vrai que si ça pouvait bénéficier à d'autres collectivités, il y avait juste, entre guillemets, à charger les datas et changer, entre guillemets, la partie infographie et le look, ce sera bien. Alors, bien sûr, donc c'est vrai que là encore, on n'a pas forcément fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que je ne me suis pas vraiment intéressé aux différentes licences, etc. Ce qui est sûr, c'est que dès maintenant, hein, si vous faites CTRL-U, vous avez accès à tous les fichiers JavaScript que j'ai développés. Mais peut-être qu'effectivement, on va faire ça mieux et proposer un dossier à télécharger. En tout cas, moi, je n'ai pas de problématique à partager le développement. En interne, on recrute là justement d'ici quelques semaines un juriste et c'est un sujet qui va être évoqué avec lui. Mais l'idée, c'est d'aller vers de l'open data. En fait, moi, il y a une question par rapport, c'est un peu naïf peut-être, mais en fait, si les traitements et la charge de toutes ces données se font du côté client ou du côté serveur plutôt, est-ce que tu l'as configuré comment? Et ma deuxième question, c'est par rapport, si vous avez envisagé de faire de cette plateforme une plateforme 3D de manière qui soit participative ou collaborative, je veux dire, pour à long terme faire des petites mises à jour dans des zones concrètes. Et si un voisin fait un modèle 3D de sa maison, de son bâtiment, etc., est-ce qu'il pourra se loguer et télécharger le modèle 3D pour qu'il soit partagé pour toutes les autres personnes? Et tout à l'heure, ma troisième question, vous savez montrer, désolé, j'ai pas mal de questions. Et ma troisième question c'est par rapport à, est-ce que, en fait, tout à l'heure, quand vous savez charger le modèle de 3D, c'est possible de le sauvegarder et de l'ouvrir encore une fois et qu'il reste toujours, ou à chaque fois, il faut retélécharger le fichier parce qu'il n'est pas enregistré des côtés, ou est-ce que vous envisagez à long terme de se loguer et qu'il soit enregistré sur les comptes liés à cet objet en 3D? Voilà, merci. Alors, je vais essayer de répondre de façon structurée. Alors, la première question, c'était... Ah oui. Donc ça, au niveau du déchargement, c'est propre au langage. Donc, c'est-à-dire que le squelette du site, puisque finalement, c'est un site Internet, hein. Donc, le squelette du site est développé en PHP, et du coup, le PHP, ça se passe côté serveur, mais ça représente vraiment une infime partie de l'application, et après donc tout le cœur de la partie interactive, donc l'écran principal finalement, développé en JavaScript, là c'est chargé directement par le client. Donc c'est vrai que aujourd'hui on a des PC relativement confortables qui permettent normalement d'afficher sans trop de problèmes ce genre d'application. Après il faudrait tester avec des PC moins puissant. Voilà, globalement, forcément, c'est de mieux en mieux. Mais voilà, la partie SIG, effectivement, c'est chargé côté client. Côté client. Ensuite, la deuxième, excusez-moi. Alors, au niveau de Cesium, vous avez deux possibilités. C'est une bonne question. Vous allez créer un compte. Vous allez avoir un jeton qui vous est propre et qui vous permet d'utiliser l'application. Et donc, à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous avez une solution un petit peu plus facile, mais qui vous donne des limites également. Ça va être de charger les fichiers effectivement sur la plateforme Cesium.
Et après, vous faites, alors en une ligne de code, vous faites un appel à chaque fichier. Alors bon, ce serait plus visuel si je pouvais vous montrer, mais ça a visiblement un peu de mal à charger. Mais voilà le principe, vous chargez le fichier sur la plateforme et lui vous crée un lien en fait simplement pour appeler la donnée en question. Moi j'ai fait le choix de ne pas passer par cette possibilité, donc finalement tout est hébergé au même endroit et du coup j'ai développé mes propres moyens de charger. En fait, comme je vous ai montré dans la documentation, hein, vous avez tout est disponible, donc à chaque fois vous avez les deux façons de faire. Pour donner un exemple, la modélisation 3D, elle, techniquement, vous pourriez la mettre sur la plateforme, mais vous êtes limité avec la version gratuite. Donc pour charger, je ne sais plus ce que ça représente, mais voilà, ça coûterait vraiment très très cher. Je ne sais même pas si c'est possible de charger des fichiers aussi lourds sur la plateforme. Donc de toute manière, il y a des données qu'on est obligé de charger par ses propres moyens. Donc, comment ? Oui, alors il y a des fichiers en local, hein, donc c'est un simple appel à un fichier en local, .json, et après vous avez des flux WMS, donc là certains que je vais charger via des flux IGN par exemple, et d'autres qui sont que j'ai générés via ce qu'on travaille aussi avec un environnement, un écosystème Esri. Pour nos usages internes. Donc pour certains flux, comme la photo aérienne 2018-2021, donc là c'est des flux WMS qui sont publiés depuis nos serveurs à nous. Donc il y a un petit peu toutes ces solutions. Concrètement, vous avez vraiment très très peu de limites hein, avec le moteur Cesium. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Bravo Anthony, je suis là. Merci Philippe. Donc je suis content que Audacité ait fait un petit. On a même fait un autre, c'est à Val-de-Marne, qui s'est aussi lancé dans du développement. D'accord, j'irai voir. Mais Val-de-Marne qui a décidé de se le garder, enfin pour l'instant d'avoir qu'une version interne. Ah oui, d'accord. Donc ils n'ont pas une version grand public. Je rejoins Serge sur le souhait de voir ces développements disponibles en open source sur une plateforme. Nous, maintenant, c'est sur GitLab, mais voilà, oui. sur une plateforme qui peut héberger ça. Il ne faut pas se le cacher, il faut quand même un petit peu mettre les doigts dans le cambouis et dans la machine. Voilà. C'est pour ça que j'ai précisé un petit peu. Bon, c'est pas pour oui, parce qu'en fait tout marche bien, mais il n'y a pas d'interface utilisateur pour paramétrer les couches. On fait quand même pas mal de choses encore en écrivant les bouts de code, mais on n'invente pas tout. Faire un copier-coller de la couche surfacique pour dire finalement ma nouvelle couche surfacique c'est pas ce fichier là mais c'est un autre, c'est quand même ça peut rester abordable, hein. Il ne s'agit pas de tout redévelopper non plus. Alors pour l'instant on a en fait deux dérivations d'Audacité, Val-de-Marne et puis chez toi. S'il y a plus de monde qui a envie suite à ça d'essayer de mettre en place ce genre de choses chez soi. Nous, on espérait qu'on arrive à créer une sorte de communauté autour de ces systèmes-là, et puis pareil, de s'entraider et de les enrichir. Oui, ou pas, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà, si on a un peu une communauté là-dessus, ça sera aussi plus facile aux nouveaux de se mettre là-dedans. Il y en a peut-être un qui va vouloir développer une interface pour rajouter des couches, etc. Pour l'instant, en fait, on a trois projets en parallèle. Hein. Graphiquement, il est beaucoup plus sympathique qu'Audacité, clairement. Alors après, moi, j'aurais une question, c'est sur les données. Il faut quand même que je pose une question. Les données, est-ce que on a accès directement à la base de données de la CC, ou est-ce que c'est des exports un petit peu,
j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt des exports. Voilà, à chaque fois, c'est des exports donc en JSON. Donc encore une fois, à la base, nous, on travaille avec un écosystème Esri, hein, donc beaucoup du shapefile. Donc à chaque fois que je vais intégrer une donnée à Terry 3D, donc je fais un export au format JSON. Donc c'est très simple, hein, via QGIS, mais il faut le faire. Et par contre, alors au niveau de la base de données, j'ai uniquement, enfin, en gros, j'ai quelques paramétrages de base. Et donc une table avec les paramétrages de base et une table avec le menu. En fait, le menu, il est chargé directement en base de données, qui permet d'avoir un menu assez, assez personnalisable. Et sinon, les données en elles-mêmes sont dans un répertoire avec le projet, quoi. Ouais. Est-ce que tu as travaillé sur des données temps réel vraiment, sauf, je parle pas forcément du système temporaire, hein. Il y a des données de type parking, etc. Et du coup, on voit les valeurs évoluer. Bah c'est en projet, donc j'ai montré le petit exemple avec la météo, c'est le point de départ. À partir de là, je suis en capacité de le reproduire pour d'autres données. Voilà. Donc notamment, mais plus pour des usages internes, il y a un projet en cours. Alors il n'est pas assez avancé, sinon je l'aurais présenté aujourd'hui. Mais encore une fois, ce sera des usages internes, je pense. Le service cycle de l'eau va mettre en place des capteurs d'eau, justement, pour avoir les hauteurs d'eau en temps réel, et c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer. Mais après, pour le public, comme l'a fait Strasbourg, ce serait plus les fréquentations des lieux publics ou des choses comme ça. Encore une petite question, Eliane Rose de l'IGN. Il y a un peu de LiDAR HD disponible sur le côté est de la CC, je crois. Et du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce que tu as déjà essayé de prendre ces nuages de points classifiés et puis de les mettre dans ton outil pour voir ce que ça donne? Alors, c'est une réflexion qu'on a eue il y a pas longtemps avec Jérémy également. A priori, pour l'instant, le moteur Cesium ne permet pas d'intégrer du LiDAR en direct, mais je pense que ce sera le cas. Vous avez vu, c'est vraiment un moteur puissant avec une grosse communauté derrière, donc je pense que ce sera faisable, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas intégrer de LiDAR directement. Alors une des possibilités, c'est de le charger justement sur la plateforme pour le réutiliser ensuite. Ça, c'est possible, mais avec des échantillons, parce que le LiDAR, on sait que ça prend vite un gros volume, et du coup, c'est plus possible. Donc on espère que ce soit possible par la suite. Juste une remarque sur ce sujet-là. Le modèle numérique de terrain de base dans Cesium est plutôt moyenne échelle, pas très précis. J'ai un collègue au CREG qui travaille en fait pour intégrer au niveau national la BDLT, donc le modèle numérique de la BDLT en flux, accessible via Cesium. Donc il le présente au Géocom déjà orchestral en juin, mais ça sera accessible probablement librement d'ici quelques semaines. Ce qui permet à tout un chacun de venir sur la France entière pour récupérer des données altimétriques qui seront plutôt compatibles avec les données du LiDAR HD. Très bien, merci. Alors, de toute façon, Anthony va rester avec nous. Va rester avec nous toute la journée, donc vous aurez l'occasion de poser des questions. Je voulais juste, en conclusion, avant qu'on fasse une petite pause, vous dire qu'on va essayer. Jean-Luc, je ne sais pas s'il est là, mais je prends le risque. On va essayer de faire comme on fait pour les orthos. Je ne sais pas quand, je ne sais pas encore comment, mais on va essayer de proposer des mises à jour ponctuelles de Mesh 3D. On va essayer de voir à terme si on peut le faire, si ça vaut le coup. Anthony vous a dit qu'il allait sur Rive de Moselle aller se créer un centre hospitalier. L'idée c'est que lui il a un socle de base avec une résolution qui certes pas ce qui peut se faire de mieux actuellement, mais qui existe. L'idée c'est de pouvoir faire de la plus haute résolution et en même temps de la mise à jour ponctuelle pour enrichir ce socle 3D au fur et à mesure, sans être obligé de refaire l'intégralité du socle et sans être obligé non plus forcément de pouvoir faire, ah oui c'est mieux avec le micro, hein, de faire, je ne voyais pas en plus avec la lumière, de faire systématiquement un vol complet sur tout un territoire et sur des secteurs qui a priori ne sont pas forcément pas intéressants, mais faire des champs en 3D à 5 cm, pas forcément d'intérêt. Voilà. Mais il sera avec vous, sera parmi vous toute la journée, donc n'hésitez pas à le solliciter, à croiser les informations avec Philippe Six,
voir si c'est pertinent. Et puis moi, je vous dis, on va faire une petite pause de 5 minutes avant l'intervention de Manuel. 5 minutes, pas plus. Merci beaucoup. Merci.